guys are strapped up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'émission Conversation. Je reçois ce jeudi soir une grande chanteuse lyrique qui a fait ses classes avec Madame Ida Pierre. Elle a reçu de nombreux prix dans le monde, une artiste talentueuse et discrète que vous pouvez entendre aussi bien dans une cathédrale en train de chanter qu'en enseignement, puisqu'elle a des élèves aussi à qui elle enseigne le chant. Bonsoir, Roselyne Cyril, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir. Oui. En ce moment, il y a beaucoup de travail? Ah oui, il y a beaucoup de travail et des concerts aussi en préparation. Avec tous les élèves que j'ai, et voilà. D'accord, donc on pourra en parler d'ici la fin de l'émission, dans l'actualité. Alors, on va remonter un petit peu à l'enfance de Roselyne, qui va nous expliquer comment elle a grandi, comment ses parents étaient, est-ce qu'ils avaient une âme de musicien aussi, d'où ça lui vient, quoi, en fait. Alors, en fait, je dirais que c'est familial. C'est familial. Cette voix est familiale en ce sens que maman avait une très belle voix. Elle était une des solistes de la joie de chanter. Ah, d'accord. Donc, elle était déjà chanteuse. Oui, tout à fait. Elle avait beaucoup travaillé sa voix. Elle avait pris beaucoup de cours de chant. Son premier professeur avait été Paulette Nardal. D'accord. Oui, elle est connue. Voilà. Exactement. En fait, elle était connue. Elle était connue. Après, elle a travaillé avec Madame Alice Dapierre, la maman de Christiane Dapierre. Et papa, lui, c'était un amateur. Il aimait écouter. D'accord. Il aimait écouter. Nous sommes 5 enfants. Oui. Nous sommes 5 enfants. J'ai 2 sœurs et 2 frères. Mes 2 sœurs ont également de très, très jolies voix qu'elles n'ont pas travaillé, sauf Dominique. Dominique, qui est maintenant ethnomusicologue, qui avait aussi travaillé sa voix un temps, mais qui n'a pas poursuivi. Elle a préféré l'ethnomusicologie. Et puis est-ce qu'il y en a qui sont instrumentistes? À part la voix, parce que la voix, c'est un instrument aussi. Non, il n'y en a pas, mais bien que j'ai... Violon, non, pas du tout. J'ai un frère qui fait les cloches dans des orchestres, voilà. OK. Donc, lui aussi, quoi, il participe aussi au mouvement musical martiniquais, je dirais ça comme ça, lors des chants de Noël. Donc, on peut dire que Roselyne Cyril a baigné dès l'enfance dans la musique. Tout à fait. Et on ne ratait pas un concert de la joie de chanter, enfin ceux auxquels on pouvait assister, bien entendu. Donc, j'ai entendu beaucoup de musique. Et puis, ce qui est très bien aussi, c'était très éclectique, en ce sens qu'on a écouté beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses, des négos spirituels, on a entendu du classique, on a entendu de la tradition. Ah oui, la joie chantée de l'époque, c'était très varié. Il me semble que j'avais eu l'occasion de recevoir le président de ce... Oui, M. Jacques Cataillé. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment de très, très, très bon niveau. Très bon niveau. Donc, ce qui fait qu'ils allaient partout, ils sortaient partout. Donc, ce qui fait que j'ai baigné là-dedans. Donc, c'était une enfance, disons, heureuse. J'ai vécu une enfance très heureuse. Très heureuse. Parce qu'il y a des fois où j'ai peur de parler de l'enfance de certains de mes invités, parce que des fois, je vois les larmes qui montent, parce qu'il y a des mauvais souvenirs qui remontent. Dans un cas comme celui-là, c'est génial. Non, je peux dire qu'en plus, avec papa, on était dans une grande famille, les Cyril, la Sainte-Marie, et on se retrouvait pendant toutes les vacances. Toutes les vacances. Tous les cousins, les cousins, les cousines, on était tous ensemble, ma pauvre grand-mère, pendant une semaine, 2 semaines, parfois un peu plus. Donc, mais je pense qu'elle appréciait. Mais je pense qu'elle était contente. Et puis, mais on a vécu, mais nous tous, tous les cousins et cousines, on a vécu une enfance de rêve. Je vais dire de rêve. Oui. De rêve, vraiment. Surtout qu'elle avait un immense terrain autour de sa maison, donc on pouvait gambader, s'amuser. On pouvait s'amuser. Crier, chanter fort, ça ne gênait personne. Ça ne gênait personne. Contrairement à maintenant, on n'a pas le droit de faire un peu de bruit. Alors, j'ai lu que tu as commencé avec la danse et le théâtre. Alors c'était où et c'est comment? Alors, j'ai commencé la danse... déjà, mes parents étaient en métropole en 70-71 et j'avais fait une année de danse moderne, les congés bonifiés. Les congés bonifiés. Oui, c'est ça. Et j'avais fait une année, c'était à Athis-Mons, j'avais fait une année au conservatoire d'Athis-Mons en danse. En danse, nous étions aussi inscrits en chorale, mais là, pour moi, c'était la danse. Et au bout de cette année-là, j'avais eu, c'était des prix, j'avais eu le premier prix, premier nommé, enfin vraiment, j'avais eu un super prix, c'était la danse moderne. D'accord. Et puis revenu ici, je n'ai pas continué, j'ai continué sur le sport, parce que j'étais aussi très sportive à ce moment-là. Oui, j'ai remarqué sur une photo qu'on va peut-être voir tout à l'heure, je me suis dit, mais elle est bien musclée. Ah oui,
elle allait- j'étais très... une athlète, quoi. Tout à fait. Et j'aimais beaucoup le sport. J'ai d'ailleurs hésité un moment entre être professeur d'éducation physique ou partir faire le chant. Ma dernière année, j'ai quand même hésité. Hein. Mon année terminale a été un petit peu comme ça. Et finalement, j'ai choisi le chant. D'accord. Voilà. Et le théâtre, c'était comment? Alors, le théâtre, en fait, j'ai toujours fait comme ce qu'on appelait avant. C'était, je crois que c'était les concerts qu'on appelait sur les scénettes, je ne sais plus. Bon, en fait, j'avais toujours participé à des petites choses comme ça. J'étais invaillante, donc avec les invaillantes, on faisait beaucoup de petits spectacles. À l'époque, le cinéma de Debruyant nous accueillait, puisqu'on était de Debruyant, tout le petit groupe d'invaillantes de Debruyant. Et oui, genre, on voit les muscles. Ah oui, tout à fait. Pour les téléspectateurs qui écoutent, c'est Roselyne Cyril sur la photo, et je disais qu'elle était musclée, et ça se voit. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on parlait de théâtre. Donc j'ai fait du théâtre dès toute jeune, quoi. Je devais avoir 10-12 ans quand on a commencé à faire les petites scènes, les scénettes avec les invaillantes et Cœur Vaillant. Après, j'ai un peu revenu en métropole. Après, non, d'abord ici au CERMAC. D'accord, parce que je me disais, donc, en 76. Il y a une ici, tout à donc fait. En fait, oui, quand même. Oui. Ah oui. J'ai là, il y a une photo, mais je n'ai pas, pas prise, mais où je suis danseuse. Avec et en 76, c'est là que j'ai commencé. C'était quel type de musique quand c'était au CERMAC? Alors, quand c'était au CERMAC, en fait, au CERMAC, j'ai commencé, j'ai pas fait de chant. Je n'ai pas fait de chant. Oui. J'ai fait le théâtre. C'était Annick Justin-Joseph qui était l'animatrice, il me semble. Hein. Il y avait eu un stage. J'avais commencé par un stage avec, il y avait Marc Vial, il y a eu aussi celui qui était directeur du Théâtre Noir, dont j'ai oublié le nom, Benjamin Jules Roussette, enfin, avec ces gens-là. Donc j'ai fait quand même, je crois, une année complète. Une année complète de théâtre. Mais avant ça, j'étais quand même, j'ai quand même dansé. J'ai quand même dansé ici. J'ai pris 2 années de cours avec Josiane Antourelle. Elle est très connue. Ah oui, de mes 16 ans jusqu'à 18 ans. Elle était toute jeune encore. Elle venait d'arriver. J'ai pris, avant ça aussi, j'ai même fait partie d'un groupe folklorique, j'ai pris des cours. D'accord. Il y avait Marcé qui était notre tambourier. Ah non, vraiment, c'était un moment extraordinaire. C'est pour ça que je dis que j'ai eu une enfance de rêve. Vraiment. Et donc, j'étais aussi danseuse traditionnelle à l'époque. À l'époque, on disait groupe folklorique. Et la danse en France, c'était de la danse classique? Non, c'était de la danse contemporaine. Danse contemporaine que j'ai repris au CERMAC aussi avec Zadit, avec Jean-Claude Zadit. D'accord. Et j'ai fait, c'était mon année de terminale, et nous avons fait le spectacle. J'ai fait 3 spectacles avec eux, mais déjà le spectacle à la fin de cette année-là, où je chantais, je dansais, et j'avais aussi des répliques à dire. Donc théâtre, chant et danse. Voilà, super, c'est très complet. Et Madame Eda Pierre, on sait que c'est une Martiniquaise qui a eu une grande aura, une grande carrière, une artiste qui a été reconnue dans le monde entier, une grande chanteuse d'opéra. Est-ce que vous étiez fière, en fait, est-ce que tu étais, excuse-moi, fière d'être son élève? Ah oui, mon Dieu, Madame Eda Pierre, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais en réalité, je vais dire une chose, c'est que à l'époque, bon, j'étais contente d'être l'élève de Madame Eda Pierre, mais c'est maintenant que je réalise l'importance qu'elle avait. Parce que parfois, j'arrivais chez elle pour qu'elle me fasse travailler, parce que j'ai d'abord travaillé chez elle en privé pendant 3 ans pour préparer le concours du Conservatoire national supérieur de musique. Et donc, c'était chez elle qu'avaient lieu ces cours privés. Et parfois, elle était en partance pour New York, pour l'Australie, enfin, elle était en partance pour 2 avions. Ah oui. Et vraiment, c'était, bon, moi je trouvais ça extraordinaire, mais je n'étais pas consciente de tout ce que ça voulait dire. Et parfois aussi, quand elle revenait, quand je suis rentrée au conservatoire dans sa classe, parfois elle était restée quelques temps à New York. Elle chantait beaucoup au Met. Beaucoup. Elle était restée quelque temps ailleurs. Quoi. Oui. Et elle revenait, elle nous racontait un peu ce qui se passait. Et jusque-là, je ne me rendais pas compte. Et puis, c'est maintenant, quand je vois des vidéos de Mme Christiane Eda-Pierre et que je vois ça, je me dis, attends, Roselyne, tu avais cette personne-là sous les yeux pendant des années et des années. Et je ne me suis même pas rendu compte. Et c'est maintenant. J'étais contente. J'étais très contente. J'étais quand même dans sa classe au CNSM. J'étais extrêmement contente. Mais c'est maintenant que je me rends compte de
de l'importance de la personne. Parce qu'elle était très simple, hein, Madame Oui. Eda Pierre, Oui. très très simple. Bon, très fière, très Oui. altière, comme ces dames, ces demoiselles Nardal, Oui, oui. ses tantes et Et sa à l'époque, maman. elles avaient un pour deux. Exactement, Elles avaient tout, exactement. oui. C'était une famille noire Oui. avec toute toute la classe, mais vraiment Oui, extraordinaire. tout à fait. Mais je ne me rendais pas compte. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que je me dis, waouh, Roselyne, carrière. ah oui, c'était extraordinaire, cette dame-là. D'accord. Alors, l'art lyrique, pour certains qui ne connaissent pas trop, en tout cas, c'est la Rolls du chant. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes intéressés par cet art de haut niveau? Alors, il y a, comparativement à ceux qui sont intéressés par le R&B, le dancehall, bon, il n'y a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et en fait, j'ai beaucoup rencontré ceux qui sont des voix des Outre-mer. Bon, j'y ai été quelque temps, je n'y suis plus. Là, j'y étais donc jusqu'à 2000. C'est le concours de Fabrice Di Falco, pour ceux qui nous prennent en cours. Voilà. Qui donc essaie de mettre à l'onneur Oui, les voilà. artistes d'Outre-mer dans ce domaine. Exactement, il fait un excellent travail, Oui, excellent. tout à fait. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes Oui. avec lui. Mais, alors avant ça, j'ai eu un élève, un bijou. Malheureusement, il ne chante plus. Ah. Maxime était extraordinaire. Il avait un Il a talent. arrêté quand? Il est parti en Alors, métropole? non, il a arrêté quand il était entré en... C'est-à-dire qu'il est arrivé, il devait avoir 11 ans à peu près. Maxime a dû rester 2 ans ou 3 ans avec moi, je ne sais plus. Et puis il a changé d'établissement scolaire. Je pense que c'est à son entrée en seconde. D'accord. Et là, il est entré dans la chorale arpège. Et comme ça lui demandait Oui, beaucoup, je vois où donc ça. il a dû faire un choix. D'accord. Donc du coup, il a dû arrêter. Oui, parce que Voilà. il y a des répétitions Exactement. régulières, plus de travail. Et on sait que dans Exactement. cette école Et en question, on travaille. il y a beaucoup de boulot pour les enfants. Ils ont un très bon niveau, mais il y a du travail Voilà. aussi. Donc il a dû faire un choix. Et puis aussi, c'était un moment où sa voix muait. Et il était bien entendu au départ un petit garçon, donc sopraniste, Oui, avec c'est une ça. très jolie voix de soprano, fait vraiment très, Et après, très il est jolie. passé à quoi, baryton? Après, alors justement, j'aimerais bien l'entendre maintenant, mais je savoir. pense, mais je D'accord. pense qu'il est devenu baryton. Vu la voix, je l'ai entendu enfin je l'ai revu après, et sa voix commençait à descendre beaucoup. Oui, d'accord. Il devait avoir dans les 17-18 ans, Ah une oui. chose comme ça, et on entendait déjà la voix comme ça. oui, le coffre. Donc je pense qu'il est devenu baryton. Comment on repère un enfant qui est doué pour ce type de musique, de chant? Eh bien, d'abord, c'est à la façon dont il va chanter. Parce que même si tous les enfants sont plus ou moins des sopranos, mais il y a ceux qui vont toujours chanter comme ça. Quand ils sont petits, avant la nuit, il y a ceux qui vont toujours chanter comme ça. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont une voix comme les autres, mais qui... parce qu'ils ont entendu un jour un chanteur d'opéra, ont été fascinés. Ça a touché leur âme. Exactement, ça les a touchés profondément et ils se sont mis à aimer cette musique et à avoir envie de chanter ainsi. D'accord. Voilà, donc... et maintenant, les enfants que j'ai, avec qui je travaille, ce sont surtout des enfants de classe CHAM, puisque j'ai des petits de classe CHAM Il n'y a pas que, je dis ça, mais il n'y a pas que. Il y a, d'abord, il y a avant tout les enfants d'une école privée, l'Institut Catherine. Voilà, cet Institut Catherine où je suis. Très bien, très bonne école. Ah, excellente école. Et les enfants, je les ai depuis à peu près une dizaine d'années. Enfin, ceux du CP au CM2, voilà, ça change, ça change. Il y en a qui ont montré de grandes capacités pour la musique classique, pour le chant classique. Et puis, il y en a pour lesquels on sent que, bon, il y a des dispositions pour le jazz, pour autre chose, pour la tradition, on sent aussi les différences. Et aussi, donc, cette classe CHAM qui est au Mont-Nevers. Donc, là aussi, il y a des enfants pour lesquels on sent déjà certaines capacités. Mont-Nevers du Corse? Non, Mont-Nevers, Carbet, Mont-Nevers, du Carbet, voilà. Ah bon? Ah oui. Okay. Donc, une fois tous les 15 jours, je vais travailler, voilà, pour faire avec les enfants. Exactement, c'est magnifique. C'est le lieu de mon enfance. C'est magnifique, quelle belle commune, c'est beau. Voilà, on leur fait des bisous. Alors, est-ce que tu as Enfin, pour ta vie familiale, on en parle un petit peu aussi. Est-ce que tu as des enfants? Alors, j'ai un fils. D'accord. Est-ce que lui, il est attiré par l'art? Alors, ça dit qu'il n'est pas... Parce qu'il connaît l'envers du décor, je veux dire ça comme ça.
parce qu'il a vu sa maman travailler. Oui. Il connaît aussi, malheureusement pour lui, le fait de devoir voir maman partir pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Il connaît ça aussi. Et il a été, en fait, à cause de ça, élevé en partie avec moi en métropole et en partie avec mes parents. Donc, ce qui fait qu'il connaît l'envers du décor. Et je vois que Donc, c'est qu'il y a des sacrifices, que ça n'est pas évident. Il y a de gros sacrifices, et pour les parents et pour les enfants. Donc, je crois que ça l'a... Il n'a pas fait d'autres instruments non plus. Le violon. Par contre, le violon. Il a fait du violon. Ah oui, il a fait du violon. Mais pour être un professionnel, pourtant j'avais envie qu'il soit un professionnel. Il avait une magnifique voix de baryton. Et puis un sens du chant. J'ai dit, bon, mais tant pis, il n'a pas voulu. Quel dommage. Alors, bon... Est-ce qu'on peut dire qu'il est trop tard à partir d'un certain âge ou on peut s'y mettre à tout âge? Pour une carrière, bien entendu, il y a un âge où on ne peut plus envisager de faire une carrière, mais on peut s'y mettre à tout âge. Et puis, on a toujours la possibilité de chanter dans des groupes, avec des gens. J'ai des élèves, d'ailleurs, qui ont ces possibilités-là et qui chantent dans les chorales, qui chantent aussi parfois. Il y en a une que j'ai invitée à l'Atrium, où j'étais là le 21 février de cette année. Il y a des gens comme ça qui viennent prendre des cours, qui ne feront pas carrière parce que c'est pas leur désir non plus. C'est pas la première chose dans leur vie, la chose la plus importante. Mais ils aiment quand même ça. Mais ils aiment le chant et ils peuvent faire quelque chose de leur voix. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui nous prennent en cours, je reçois aujourd'hui une grande chanteuse lyrique. Vous allez voir tout à l'heure, elle est diplômée, elle a fait des études vraiment de haut niveau, au Conservatoire national supérieur de Paris, entre autres. Elle a eu Madame Ida Pierre comme prof. Donc, comme elle parle depuis quelques minutes, on va maintenant l'écouter chanter. Alors, on va voir les images et après on en parle. Bravo, donc ça c'était au Grand Corby. Non. C'est à l'Atrium. À l'Atrium. À la salle France Fanon, le 21 février. On vient d'en parler, puis je sais. Oui, à l'Atrium. Donc c'était en février, il y a pas longtemps. C'était en février. Et là, c'était avec des professeurs de l'école de musique. Enfin, c'était le concert de mon école de musique où je suis enseignante, la Coussemblé, qui se trouve à Therville. Et c'était au piano, on avait Claude Césaire. Oui. Et aux percussions, il y avait Olivier Bressler. Voilà. Deux excellents musiciens. Oui, donc c'est un plaisir d'être accompagné par eux. C'est un bonheur. Voilà. Alors, tu as chanté dans de grands opéras un peu partout. Quel est ton compositeur favori? Je n'en ai pas. Ils sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Bon, maintenant, j'ai quand même un goût un peu, peut-être plus prononcé pour le Mozart, pour Mozart, parce que j'aime beaucoup le style mozartien. J'aime beaucoup le style mozartien et puis il me va bien. Oui, classique. C'est peut-être pour ça, voilà. Maintenant, je peux dire une chose, c'est que je dis ça, mais en même temps, je me souviens de Requiem de Verdi que j'ai chanté à plusieurs reprises aussi.
c'est extraordinaire aussi de chanter ça. Extraordinaire. Ah oui, c'est grand, c'est immense, on chante. Ah non, c'est fantastique ça. Donc fantastique. en fait, on sent que tu vis ton Ah non, mais ton complètement, art. complètement, Voilà. complètement. Donc tu prends du plaisir à faire ça. Ah oui, mais en fait, c'est un métier qui est dur. Oui. Les métiers artistiques sont des métiers durs. Oui, c'est comme des danseuses classiques sur les tutus quelle avec horreur. les pieds comme ça, Qu'est-ce les que c'est orteils, ça dur. fait de la souffrance et tout. Ah, il y a une souffrance. Mais après, il y a un Mais plaisir. il y a un bonheur. Il y a un bonheur et je pense que quand on fait ce métier-là, déjà, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut se dire aussi qu'on va devoir travailler énormément. Oui, ça c'est même, clair. Ah oui, ah oui. Même si on est en vacances, il faut travailler. C'est ça. Parce que le niveau s'en va très vite, très 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 vite. Il suffit de rester une semaine sans travailler et on le sent déjà quand on recommence à travailler. Donc il faut travailler tous les jours, même si c'est pas longtemps, même si parce que avec l'enseignement, je ne trouve plus le temps de travailler comme je travaillais avant. Autant. Ah non, non, non. Avant, c'était entre 2 heures et 3 heures par jour vocalement. Et puis après, il y avait un travail musical que je faisais toujours sur les œuvres que j'avais à chanter. Là, maintenant, je ne peux plus faire ça. Et, mais ça grappille les petits moments que je peux trouver. Oui, ah, en oui. montrant à un élève Voilà, quelque chose. voilà. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu rêves d'interpréter, que tu n'aurais pas eu l'occasion de faire? Parce que quand même, tu as fait un peu le tour, mais... Alors, est-ce qu'il y a un petit regret pour une œuvre en particulier? Alors, il y a des œuvres que j'aurais aimé chanter parce que je trouve qu'elles sont très belles et que ma voix est bien servie dans ces œuvres-là. Par exemple, le rôle de Charlotte dans Werther de Massenet. Ça, j'aurais bien aimé chanter ça. Alors, je l'ai chanté, j'avais une vidéo avec, mais bon, il y avait trop de choses. Quand on a trop de choses à montrer, il faut bien faire des choix. Donc, c'est un rôle que j'aurais aimé faire. Le rôle de Sextus dans La Clémence de Titus de Mozart, ça, j'aurais aimé chanter ça. Il y a des rôles, Orphée. Oui. Orphée, j'aurais aimé avoir fait ce rôle-là dans l'opéra. Mais j'ai eu une chance extraordinaire. Bon, il y a des rôles que j'ai faits et que j'avais envie de faire, mais il y a eu un rôle, dès le début de mes études, je m'étais dit, ce rôle-là, il faut que je le fasse. Carmen. J'ai eu cette chance-là de faire Carmen. Oui. Et ça, c'était génial. Ah, mais c'est déjà pas mal. Oui. Est-ce qu'il reste encore un grand rêve à réaliser dans la vie? Pas forcément dans le domaine, hein, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait rêver? Alors, oui, ça veut dire que j'ai un rêve pour ici. Depuis que je suis arrivée, en fait, je l'ai fait à mon arrivée, mais pas totalement. C'est-à-dire que j'avais monté avec des amis et des connaissances un spectacle qui s'appelait Une voix, des rythmes et des cordes. Et ce spectacle-là reliait, parce que je venais d'arriver, donc j'étais toute fraîche sortie, ma voix était bien en état et tout. Et puis, donc je m'étais dit, bon, il va falloir monter un spectacle intéressant. Et j'avais monté un spectacle où se mélangeait classique et tradition. D'accord. Et j'avais avec moi un violoniste traditionnel, Alain Gravier, j'avais avec moi un percussionniste, Daniel Nina. J'avais une chance fantastique. Quand je venais d'arriver, j'avais cette chance-là d'avoir avec moi 2 super instrumentistes métropolitaines, une violoncelliste qui venait de l'orchestre de Metz et une pianiste qui venait du conservatoire de La Rochelle. Et avec ces dames-là et ces messieurs, on a fait un spectacle magnifique. Mon fils était notre récitant, qui faisait le lien entre les différentes scènes. Donc il a un peu participé à la il a participé, oui, dès que je pouvais, je le mettais intégré dans quelque chose. Ah oui. Et puis maintenant, il ne veut plus. Le temps c'est un grand monsieur avec ses obligations professionnelles, familiales. Donc... Mais il y avait ce spectacle qu'on avait monté, qui est un beau spectacle, très beau spectacle de très, très, très belle qualité. Et maintenant, donc, j'ai envie de faire, c'est comme tout ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, on a entendu donc, la mazurka de Loulou Boislaville, c'est en mazurka. Donc, mon désir, ce serait ça, de refaire un spectacle, mais pas exactement de la même façon. C'est-à-dire, mais avec un quatuor à cordes, et d'avoir des œuvres classiques et des œuvres de la Caraïbe. Donc la tradition martiniquaise. Bon, donc on peut dire que ça peut se faire dans quelques temps. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir quelques petits rêves de côté. Ah, si.
Voilà. aussi. Si on arrête de rêver, on ne fait plus On rien. ne fait plus rien. Non, Voilà, mais c'est la ça. vie, c'est ça. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des projets. C'est ça. Tu as vécu de longues années en métropole. Est-ce que la Martinique te manquait? Alors, j'avais... oui et non. La carrière était trop Oui et chargée? non. Oui, et puis j'étais bien intégrée dans Oui. mon milieu. Hein. J'étais bien D'accord. intégrée dans mon milieu. Elle me manquait, oui, parce que juste par rapport à mon fils, où parfois il était en métropole, parfois il était en Martinique, bon, c'était difficile. Et puis, en fait, j'avais un gros souci avec le climat de la France, qu'à la fin, je ne supportais plus. Je ne supportais plus d'avoir froid. D'accord. Ah non, je crois que c'est le point commun que j'ai avec beaucoup de personnes qui ont vécu longtemps en métropole, c'est le climat. Le Le climat qui D'accord. est gênant. À part ça, bon, Oui, qu'il fasse gris 6 mois dans l'année. ah, maintenant, les gens, non, il y a eu des gens merveilleux. J'ai vraiment rencontré des gens merveilleux, Merveilleux. des gens extraordinaires. J'ai vraiment fait de très, très, très belles rencontres. Mais à un moment, il a fallu rentrer parce que mon fils ne voulait plus D'une maman vivre en métropole. Non, non, Ah, c'est même pas ça. il Je voulait- lui avais demandé de Ah bon, venir d'accord. parce qu'il avait vécu en métropole un Oui. temps et j'avais demandé de revenir. Et, après, je lui ai dit, bon, après le bac, tu reviens, tu fais tes études en métropole. Il m'a dit non. Pas question. Pas question. Donc, j'ai dû prendre cette décision douloureuse. Oui. Et puis, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit non, si tu ne rentres pas, tu ne vas jamais rentrer. Donc, je suis rentrée en 2005. C'était en 2005. D'accord, ça fait à peu près 21 20 ans, 21 ans. 20 ans. À part la danse, le théâtre, le chant lyrique, ce qui fait déjà beaucoup, hein, est-ce qu'il y a encore une autre forme d'art qui t'intéresse? Alors, j'ai fait un peu de piano aussi, parce que pour les chanteurs, c'est quand même Oui, oui. absolument Pour nécessaire. donner Absolument. Ah la oui. hauteur des sons. Ah oui, pour avoir accompagner peut-être un aussi petit peu, accompagner un faire petit les- peu, même si je ne suis pas très forte, mais accompagner un petit Oui, peu oui. les élèves. Et il y a la peinture, mais je n'ai jamais fait de peinture. L'art pictural. Mais je Ça me peut dis venir à que n'importe quel moment. voilà, je me dis que bon, ça serait intéressant. D'accord. Ça Il y en serait a beaucoup intéressant. qui se sont découverts peintres quand il y a eu le Covid parce qu'ils étaient Ils enfermés avaient le chez temps. eux. Ils Donc, avaient en le fait, temps ils avaient de- envie de créer, de Tout faire à fait. quelque chose. Tout à fait. Ils avaient le temps Oui. de peindre, le temps de C'est ça. faire quelque chose qui leur plaisait. Tout à fait. Ah oui. Nous allons faire une deuxième petite pause pour cette interview de Roselyne Siri, cette conversation plutôt. Et nous allons l'écouter et puis on en parle tout à l'heure. Ça va, il y a des choses. Oh,
Ah oui, j'étais en train de, avec la voix de Rosine Cyril en bruit de fond, j'étais en train de lire en même temps la bio. Et il y en a des choses. Hein? On va revenir dessus. Mais avant tout, au niveau des cours de Madame Eda Pierre, est-ce qu'il y avait d'autres élèves qui venaient des Antilles? Ou est-ce que tu étais la seule? Alors, j'étais la seule qui venait des Antilles. Maintenant, je n'étais pas la seule qui avait une origine antillaise, parce qu'il y avait une autre jeune femme qui était un mezzo aussi, comme moi-même, un mezzo grave, parce que moi, j'étais un mezzo plutôt lyrique. Oui. Et Sylvie Sulé, elle était d'origine... enfin, son père était d'origine guadeloupéenne. Son père était guadeloupéen. Mais elle avait toujours vécu en France. Mais elle avait toujours vécu en France. Voilà. Et donc, j'étais la seule vraiment antillaise de tout ce petit groupe-là. Voilà, il y avait aussi parmi les étrangers des personnes qui venaient. Il y avait une vénézuélienne, il y avait une mauricienne. Enfin, il y avait quand même un peu de diaspora. D'accord. Alors, toi qui es enseignante, ça te procure un plaisir, je suppose, de transmettre ton art, de transmettre ta passion à tes élèves. Mais il faut transmettre. Il faut transmettre parce que c'est un art qui se perd. Si on ne dit rien, si on ne donne rien, ça se perd. Et c'est vraiment dommage. Avec quelle tranche d'âge tu préfères travailler? Ben, j'avoue que j'aimerais bien avoir des jeunes. Je n'en ai pas beaucoup. Et quand tu dis jeunes, à partir de quel Alors, âge? les jeunes, à partir de 15 ans, entre 15 ans et 25 ans. J'aimerais beaucoup avoir cette tranche d'âge-là, que je n'ai pas. Oui. Que je n'ai pas parce que... Peut-être que s'il y en a qui voient l'émission, ils peuvent en parler. J'aimerais bien parce que ce sont des voix en devenir. Oui. On peut les aider. C'est un peu juste après la mue pour les garçons voilà, aussi. Voilà. C'est encore pendant la mue pour les garçons. Puisque les garçons... c'est 16 ans, voilà, 16, 10 ans, parfois 18 ans. Bon, et cette mue est quand même assez spectaculaire chez le garçon. Oui. Je dis une bêtise parce que j'ai quand même mon petit-fils en cours. J'ai quand même mon petit-fils qui il aura 17 ans très bientôt. D'accord. Donc il est encore dans la mue, mais il a déjà une belle voix grave qui est déjà bien établie et qui va continuer à s'étoffer et à s'installer. Puisque les petits, on le sait, on les classe dans les voix de femmes. Puisque voilà, on les met en alto, en soprano. Tout à fait. Et c'est après que... Une fois qu'ils ont mué, qu'on sait s'ils sont ténors, s'ils sont barytons. Exactement. Voilà. Exactement. Et par contre, il y en a un pour lequel on a su très tôt, le petit qui a gagné les Voix des Outre-mer dernièrement et qui était aussi dans Prodige, Nelson. Oui. Nelson, le petit Nelson. Oui, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Voilà, et très tôt, c'était une voix de ténor. Très tôt, on entendait déjà cette voix de ténor. Donc vraiment, il y a des petits comme ça. Il a une confiance en lui. Il a une personnalité assez solide. Une belle personnalité. De toute façon, dans ce milieu, vaut mieux. Ah, il vaut mieux. Voilà. Il vaut mieux. En même temps, oui, et en même temps, non. En même temps, oui, parce que c'est quand même nécessaire. Pour arriver sur une scène et arriver chanter, se planter sur la scène, il faut quand même avoir un certain caractère. Mais en même temps, pour rentrer, il y a la relation aussi avec l'autre qu'il faut savoir cultiver. Mais pour rentrer dans un rôle, pour rentrer dans un personnage, pour travailler, savoir comment on va faire, il faut être très réfléchi. D'accord. Très réfléchi et avoir quand même un caractère assez posé. Parce que là, on va pouvoir réfléchir sur le personnage, sur travailler au niveau de la voix, savoir ce qu'on doit faire. Oui, pour que le rendu soit optimal. D'accord. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, justement, et notre compatriote Fabrice Di Falco s'en sert pour faire connaître les talents d'outre-mer au maximum. Il faut reconnaître que c'est quand même très louable. C'est très louable. C'est un très beau travail, une très belle initiative. Oui. Vraiment. Il fait de son mieux et là, je crois qu'au fur et à mesure, son affaire prend de l'ampleur. Et non, vraiment, c'est intéressant ce qu'il fait. Très intéressant. Oui. OK. On va faire une troisième pause avec mon invitée d'aujourd'hui, Roselyne Cyril, chanteuse lyrique. Oh,
Bravo, Roselyne. C'est super. Alors, c'était au théâtre municipal. Au théâtre municipal, Tu c'était peux nous pendant dire deux mots dessus? Oui, c'était Oui. pendant le festival de juillet. Mhm. Et là, j'étais accompagnée par Johan Jean-Alexis, qui est aussi violoniste. Oui. Et en fait, pour ce concert-là, j'avais demandé à un petit groupe d'élèves avec lequel et d'amis aussi, parce qu'il n'y a pas que mes élèves, avec lequel j'ai constitué un groupe de chant qui s'appelle Voce Divine. Et eux, ils ont chanté à la fin, ils ont chanté l'air de Va Pensiero, qui est... tout le monde connaît ça, j'oublie. C'est dans Nabucco de Verdi. Voilà, l'air des esclaves, le cœur des esclaves. Le cœur des esclaves, oui. De Verdi. Voilà, c'était vraiment une très belle soirée. Alors, je reviens à ce qu'on a vu précédemment. Oui. Avant ça, Oui. c'était au Mont-Rouge. C'était dans l'église dans laquelle on était. C'était au Mont-Rouge. Et là, j'étais accompagnée à Langres par Yannick Jordan. Pour ce qu'on a vu précédemment. D'accord, donc tu es partout dans l'île. Ah oui, mais il faut bien. Voilà. Et tu as déjà chanté où alors? Dans la Caraïbe, en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, bon, la Guyane, c'est pas la Caraïbe, mais bon, j'ai comme chanté aussi à Cayenne. C'est le bassin caribéen quand même. Voilà, j'ai pas chanté beaucoup dans la Caraïbe, juste la Guadeloupe. La Guyane? La Guyane, c'est tout. D'accord. Le reste en métropole? En métropole, alors en métropole, partout. Dans la ville, dans beaucoup de théâtres, à l'Opéra Comique, au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra de Rouen, à l'Opéra de Tours, à l'Opéra de Caen, enfin au Théâtre de Caen. Tu es allé aussi à Besançon. Enfin, il y a beaucoup d'endroits, Saint-Étienne, un peu partout. Voilà, c'est ça. Un peu partout. Non, je n'ai pas chanté au Châtelet, non, je pense. Non. Je n'ai pas chanté au Châtelet, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais chanter ou tu n'as pas encore chanté? Alors, en fait, très franchement, maintenant, là, à l'heure actuelle... Tu penses que tu as fait le tour un peu? C'est-à-dire que maintenant, j'aimerais bien faire une tournée Martinique-Guadeloupe. Maintenant. D'accord. Me trouver te concentrer plus dans le bassin dans lequel on vit. Dans le bassin caribéen, peut-être aussi aller dans les îles à côté. Ça, j'aimerais bien. À Cuba. Il y a de grandes chanteuses lyriques là-bas. Ouais, ça, j'aimerais bien. J'ai entendu. Oui, c'est du haut niveau. Hein. C'est un sacré travail qu'ils font. Bon, là, c'est un peu tard quand même pour moi. Mais j'aimerais bien quand même. D'accord. Non, il y a vraiment des endroits où j'aimerais chanter. D'accord. Mais bon. Mais plutôt par là. D'accord. Alors, pour parler un peu de toi, on a déjà beaucoup parlé. Une véritable passion pour les arts de la scène, la conduite à pratiquer la danse et le théâtre. On en a parlé tout à l'heure avant de commencer à travailler sa voix vers l'âge de 17 ans avec Madame Alice Eda-Pierre, mère de Madame Christiane Eda-Pierre. Donc, la nouvelle génération ne connaît pas, mais c'était vraiment une star dans le domaine, si on peut dire ce mot-là. Très grande. Qui sera son professeur de chant quand elle décide, après son bac, 2 ans plus tard, de partir étudier le chant en métropole. 3 années de travail en privé, puis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle est admise dans la classe de Madame Christiane Eda-Pierre. Alors, pendant que je racontais tout ça, on a vu tes parents à l'antenne. Oui. Ta maman, ton papa. Papa et maman. Voilà. Et là, c'était leurs 50 ans de mariage qui ont profité. Une très belle date. Très belle photo. Donc, qui étaient de grands amateurs de musique aussi. Voilà. Maman chanteuse. Maman chanteuse et papa grand amateur de musique. Grand amateur de musique. Alors, tu as obtenu le prix de chant catégorie opéra au Conservatoire national supérieur de musique en 1985. Tout à fait. En 1988, premier prix catégorie musique contemporaine au concours international d'oratorio libre de Clermont-Ferrand. Et en plus, finaliste du grand concours international Francisco Vinas de Barcelone. Bon, je pense quand même que ta carrière a été bien marquée. C'était des belles années. De très belles années. Et tu te souviens de chacun de ces moments? Oui, parce que ce sont des moments qui marquent quand même. Ils marquent énormément, d'abord parce que d'abord le travail que l'on fait pour arriver là. C'est d'abord ça. Et puis après, c'est tout ce qui suit. C'est tout ce qui suit,
ce sont les auditions dans les théâtres. Ce sont aussi, ça j'aimais ça parce que j'aime la scène. Ce sont les costumes. Les costumes. Les magnifiques robes. Magnifiques costumes. Ah oui, j'ai vraiment eu. En fait, tu endosses un personnage. Voilà. Et ça, c'est aussi magnifique. Bien avec la voix, avec ce que tu chantes et comment tu te présentes, le maquillage et les maquillages. Oui. Alors, je vais revenir sur le concours Francisco Vignas, qui était, je ne sais pas s'il existe toujours, je n'en sais rien, puisque là, c'est quand même en 88, il y a quand même très longtemps. Ils sont revenus sur Papa Maman, t'as vu? C'est vraiment deux êtres absolument merveilleux et d'un grand amour pour leurs enfants, vraiment. Ils sont partis déjà, bien entendu, mais ils sont toujours dans mon cœur, toujours. Alors, ce concours Francisco Vignas, c'était très intéressant parce que de là, on venait, enfin, pour ce concours, venaient des gens du monde entier. Et ça avait lieu vraiment à Barcelone? À Barcelone. Et mon hôtel, en plus, donnait sur la Rambla. Ah bon? Ah oui, c'était très bien. Très bien. Et là, je me souviens qu'en 88, j'avais fait la connaissance de Noirs américains. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours j'avais un très bon copain qui venait de France, mais qui était d'origine espagnole et qui parlait très bien espagnol, bien espagnol, forcément. Et nous étions 2 par chambre, parce que le concours faisait comme ça, on était 2 par chambre. Et j'étais avec je crois que était chilienne, je crois que c'était une chilienne. Donc, je parlais espagnol. Oui. Et les Noirs américains ne comprenaient pas. Donc, elle était blanche, une chilienne blanche. Et les Noirs américains ne comprenaient pas comment je suis noire et que je suis toujours à parler avec des blancs et que je ne vienne pas avec eux. Et il y en a un qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, mais c'est inadmissible que les Noirs, partout où ils se rencontrent, ils doivent être ensemble. C'est bizarre, ça me rappelle Montpellier, ça. J'étais étudiante là-bas, sans te couper. Et effectivement, j'avais remarqué avec ma sœur que tous les Antillais s'étaient regroupés dans un coin. Et on a dit, ah non, on ne va pas faire de ségrégation. On se met au milieu de l'amphithéâtre, on verra bien qui s'assied à côté de nous, autour de nous. Et finalement, il y a eu un blond, un Africain, un Chinois, il y a eu tout le monde. Pas les Antillais, ils sont restés dans leur coin tous ensemble. C'est après qu'ils sont venus nous dire, parce qu'avec l'accent, forcément, ils ont vu qu'on était antillaises. Bon. Ils ne savaient pas trop. Ils ne savaient pas trop au départ. Pourquoi vous n'êtes pas avec nous et tout? On a dit, mais on ne veut pas. On vient dans un pays. On n'a pas envie de faire Bonaparte. Il faut que nous soyons mélangés, tous intégrés, voilà. Mais en fait, ça ne m'a pas empêché d'aller dans les zouk antillais après. Bien sûr. Mais bon, ils avaient cette idée-là. Oui, c'est ça. Je crois que donc, carrément, ils ont dit ça. Carrément, ils m'ont dit ça. Et que, bon, je leur ai dit, je suis désolée, mais elle partage ma chambre, je vais parler avec elle. Lui, c'était mon bon copain. Un copain, c'était vraiment, même pas un copain simplement, c'était un ami. C'était un ami, puisque c'était lui la première fois que j'avais rencontré l'impresario que j'ai eu par la suite. C'était lui qui me l'avait fait rencontrer. D'accord. Donc, et puis c'était à ce moment-là le meilleur impresario pour la jeunesse, pour les jeunes qui montaient. Donc, je n'aurais jamais tourné le dos pour aller vers d'autres personnes, simplement parce qu'il y a une affaire de couleur de peau. Je n'ai jamais regardé vraiment cela. D'accord. Sur France Musique, tu as eu une émission qui t'a été consacrée par Jacques Bourgeois. Ça s'est bien passé, cette émission? Oui, alors Jacques Bourgeois, il avait été directeur du Festival d'Orange. Donc, c'était un monsieur qui avait un poids assez important dans la musique classique. Et il m'avait entendu lors d'un spectacle à l'Opéra Comique où je remplaçais Nathalie Stutzmann parce que c'était un spectacle de l'atelier de l'Opéra Comique. Et j'avais vraiment très bien chanté à ce moment-là, vraiment très bien chanté. Et lui, après ça, m'avait demandé si je voulais bien faire cette émission, parce que je faisais partie à ce moment-là des jeunes talents, montants. Des jeunes chanteurs de demain. Voilà, des jeunes montants. Et donc, c'était en 89. C'était en 89. Et aussi, il m'avait fait... c'est lui qui m'avait fait entrer pour... c'était la deuxième fois, d'ailleurs, que j'avais contact avec ces impresarios, c'était les Cédel et Tamalais. Et c'est lui qui m'avait fait entrer à cette agence. Donc, la première fois, il y avait mon copain Daniel, donc, avec lequel j'étais à Barcelone, et qui m'avait fait entrer, mais je n'étais pas encore prête. D'accord. Et la deuxième fois, donc, c'était lui, c'était M. Bourgeois. Et il aimait tellement ma voix.
qu'un jour il m'a dit, On va Rosé, te consacrer une ah oui, émission entière. ah oui, tout à fait. Et puis il m'avait dit aussi, malheureusement, je n'ai pas su quand, il m'avait dit, bon, si un jour, le jour de mes funérailles, il faudra que vous veniez chanter pour moi l'air du Requiem de Verdi. Malheureusement, je ne l'ai pas su. Et bon. Voilà. Mais enfin, bon, c'était quelque chose comme ça. C'était spécial de Mais passer à ça. spécial. Mais ça voulait dire que c'était son morceau préféré, certainement. Il aimait aussi. beaucoup. Il aimait beaucoup. Et comme c'était une œuvre que j'avais chantée il n'y avait pas très longtemps, Oui. je crois que c'était à Périgueux avec l'orchestre de Bordeaux, Aquitaine, je crois que c'est ça. Donc, c'était encore tout frais. Et j'avais chanté ça d'ailleurs pour son émission. Ça faisait partie des œuvres que j'avais choisies. D'accord. Compte tenu de tout ce que tu as fait, tu as aussi eu une discographie. Alors oui, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est très bonne par rapport à un chanteur lyrique. Alors j'ai d'abord, peut-être le plus intéressant, c'est Carmen. Oui. Carmen qui a été enregistrée en live. Et là, c'est un disque que l'on pouvait trouver parce que c'était dans la région de Cergy-Pontoise que ça a été fait. Le spectacle a été fait là. Et donc, c'est dans la région de Cergy-Pontoise qu'on pouvait trouver. À part ça, j'ai fait là, c'est un 33 tours. Je ne sais pas si on l'a reproduit en CD, je n'en sais rien. Un 33 tours de composition je crois que c'est Roger Calmel, j'espère que je ne me trompe pas pour le prénom. Donc c'était des œuvres, et il avait fait des compositions sur des œuvres de Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire. D'accord. Et puis après j'ai eu aussi c'était un CD ça, avec l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris, je ne sais plus qui dirigeait à ce moment-là, c'était un grand chef du moment, je ne sais plus. Et c'était pour le psaume 18 de Saint-Saëns. D'accord, Camille Saint-Saëns. Voilà, et sur ce CD, il y a le psaume 18 et le Requiem de Saint-Saëns. Et puis, il y a aussi, la messe en la bémol de Schubert que j'ai enregistrée avec l'orchestre de Bayonne-Côte Basque. D'accord. Et voilà. Oui, donc tu as quand même marqué ton temps. Hein? Ah oui, Ça serait bien en fait d'essayer de regrouper tout ça sur, je ne sais pas. Tout à fait, parce que quand tu m'as demandé pour faire l'émission, je me suis dit, bon, comment je retrouve les extraits comment je retrouve. Voilà. Et puis bon, j'ai fait ce qu'il y avait de plus, déjà de tout près, mais j'aurais bien voulu qu'on entende un petit peu ce que je faisais à cette époque-là, puisque ce que je t'ai envoyé, c'est ce que je fais maintenant. Voilà, mais j'avais quand même 20 ans, 30 ans de moins, donc je voulais bien qu'on entende. Alors, Roselyne Cyril est professeure de chant. Alors, elle a été d'abord en métropole professeure de chant de l'Académie internationale de musique de la Guérande et des Pays de la Loire. Elle a été chargée d'enseignement en chant choral sous module Art et Culture à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Université des Antilles-Guyane, Martinique. Intervenante en milieu scolaire, elle a réalisé des projets de classe d'espagnol au Collège Fernand Donatien. Je ne vais pas lire tout l'espagnol qui est là parce que je vais mal prononcer. Voilà. De 2007 à 2012, elle a été professeure de chant du chœur L'Enfant Belle Voix Timoun de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe. En Guadeloupe. Coucou aux Guadeloupéens parce qu'ils nous regardent. Hein. Voilà. Quand on passe en Martinique, on passe en même temps en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barth, très bien. la Guyane, etc. De la Guadeloupe. Très voilà. Bien. En juin 2012, participation de la classe Cham au Collège Fernand Donatien à l'opéra L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Professeur de chant encore du campus caribéen des arts de 2013 à 2015. Professeur de chant de l'association Aux Frontières de musique depuis 2009. Voilà. J'y suis toujours. Et elle y est toujours. Et elle réalise avec ses élèves l'opéra de Maurice Ravel, L'Enfant et les sortilèges, à l'amphithéâtre Michel Louis au campus de Chelcher. Je connais bien cet amphithéâtre pour avoir fait des spectacles de piano dedans. Alors, en 2018, ce sera le Stabat Mater de Pergolèse, notamment à la cathédrale de Fort-de-France avec un quatuor à cordes. Depuis septembre 2018, professeur de chant de la classe Cham du Collège du Carbet. Alors, pour l'instant, je n'y suis plus Tu n'y suis plus, voilà. Tu n'y es plus, plutôt. Alors, depuis septembre 2019, professeur de chant à l'école de musique La Coussamble, et tu y es toujours, Matinique. Voilà, professeur référent du concours Voix des Outre-mer pour la Martinique aussi. J'y étais jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024.
Voilà, mon Dieu, quand on voit tout ça, Roselyne, elle a travaillé partout et elle travaille encore. Et je travaille toujours. Donc, si on veut prendre des cours de musique lyrique, de chant lyrique, tu as un numéro, des coordonnées, quelque chose où on s'adresse directement à la Coussemblée? Oui, à la Coussemblée, c'est plus simple. C'est plus simple, puisque à la maison, j'ai quelques élèves, mais ce sont des élèves qui sont là depuis très longtemps. D'accord. Et je n'ai plus de place à la maison. Oui. Donc, voilà, c'est à la Coussemblée qu'il vaut mieux m'appeler pour... Enfin, il vaut mieux appeler. D'accord. Et là, ils prennent des inscriptions à partir du mois de juin. Et puis, faut rappeler que ta tranche d'âge que tu préférerais avoir, c'est Alors, j'aimerais bien, parce qu'en fait, tous les âges m'intéressent, mais j'aimerais bien avoir beaucoup d'élèves qui ont entre 15 ans et 25 ans, parce que ce sont des voix en devenir. Et puis surtout, parce qu'il y a eu un événement il n'y a pas longtemps, une petite qui avait déjà travaillé avec d'autres professeurs de chant ici en Martinique, et disons que j'ai eu beaucoup de mal à la changer, parce qu'elle n'était pas partie dans le style lyrique dès le départ? Non, c'est parce qu'elle n'avait pas reçu de bons conseils. D'accord. Et ça, c'est très difficile quand on doit refaire des voix, surtout des jeunes voix, quand on doit refaire des voix parce que le travail n'a pas été le bon dès le départ. Ça, c'est difficile. D'accord. Maintenant, il faut aussi que... Et le chant lyrique, le travail est encore plus dur et plus... C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut faire l'instrument. Oui. Il faut faire l'instrument. Là, c'est vraiment un traitement d'instrument que nous avons. Parce qu'on doit réaliser quand même certaines prouesses vocales parfois. Oui. Et donc, il faut quand même que le corps soit prêt, que le larynx soit prêt. Parce que c'est tout qui chante. Hein, Oh oui, depuis en bas, jusqu'en haut, oui. on est tout l'appareil buccal aussi. Tout le corps, tout l'appareil vocal, la tête, tout. Tout est concerné par le chant. Oui, par le chant. Et il faut quand même... il y a un long apprentissage. Il faut être patient, très patient. Il faut savoir qu'on va travailler énormément. En moyenne, on voit les résultats au bout de combien de temps? Alors, en fait... ça dépend des gens, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais si quelqu'un est motivé, on commence à avoir des petits résultats au bout de 6 mois. On commence déjà. Ah, quand même. Oui, quand même. On commence déjà à avoir des petits résultats, des petits. Hein. Oui. Après, il faut quand même attendre. Si on veut de vrais résultats probants, il faut attendre 2 ans. Au bout de 2 ans, ça va, on voit exactement ce que l'élève a compris, ce qu'il n'a pas compris, s'il est bien installé déjà. Après, on n'a plus qu'à continuer à le former, lui donner quelque chose de solide. Mais au bout de 2 ans, on voit déjà quand même de beaux résultats. On commence à avoir une voix qui chante bien, qui chante juste, qui est capable de chanter un air de façon agréable. Agréable pour soi et agréable pour ceux qui entendent. Pour ceux qui écoutent, oui, voilà, c'est certain. Voilà. Alors, on va faire une petite pause avec Roselyne. On approche de la fin de cette émission, 1 heure ensemble de conversation. On va la voir chanter encore, l'écouter et la voir.
Voilà. On a été pris un peu au dépourvu parce qu'on était en train de parler de nos carrières respectives de prof de chant lyrique. Et je lui disais, c'est pareil au piano, j'ai l'impression de répéter beaucoup, arrondis tes doigts, remonte le poignet. Parfois c'est difficile. Hein. Parfois c'est très difficile. Ils n'entendent pas toujours. Voilà, il faut vraiment une forme de patience. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, beaucoup de patience. Et puis se dire que, bon, il y a une chose qu'on ne leur a peut-être pas dit, qu'on leur a peut-être pas dite et qu'ils ont besoin d'entendre pour les motiver. Alors, parfois, je tourne un peu en rond, je cherche. Il y a des jours où je trouve, et puis il y a des fois, avec certaines personnes, je ne trouve pas. Ça n'arrive pas. C'est comme ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faut toujours essayer de passer quand même. L'enseignement que l'on veut passer, on est là pour apprendre aux autres et qu'il faut essayer. Alors, il y a et puis, je me dis toujours que si quelqu'un sent que vraiment c'est pas possible pour lui, eh bien, il va s'en aller. Oui. Et je préfère ça, quand la personne décide d'arrêter parce que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Ce qui me dérange plus, c'est quand il y en a qui partent alors qu'ils ont envie, mais que pour différentes raisons, ils sont obligés d'arrêter. Ça, c'est plus... quand on a de bons élèves, on n'a pas envie de les perdre, c'est clair. Voilà, j'ai pas envie. Et bon, mais maintenant, il y a la vie qui parfois fait qu'on ne peut pas continuer. Moi, les élèves qui s'en vont chaque année parce qu'ils ont eu le bac et qui vont faire des études ailleurs, ça me fend toujours le cœur. C'est pas évident. Puisqu'on s'attache à eux, au bout de quelques années comme ça. Tout à fait. Et puis quand ils ont un niveau intéressant... Ils s'en vont. Voilà. Alors, c'était un plaisir en tout cas de recevoir Roselyne Cyril sur le plateau de KMT pour l'émission Conversation ce jeudi soir. Je rappelle que l'émission, elle passe effectivement le jeudi à 20h45, mais elle est rediffusée le samedi à 15h05. Et puis quand il y a des vacances scolaires aussi, je ne tourne pas. Donc, à ce moment-là, on fait des rediffusions. Donc, on aura l'occasion de te revoir aussi sur le plateau. Alors, je te laisse la caméra d'en face. Si tu as un petit message à faire passer au public qui nous regarde. Eh bien, d'abord, annoncer ce que nous allons bientôt faire. Le 17 mai, c'est le dimanche 17 mai, nous serons à la demande d'Olivier Cyprien à Copette. Nous serons à l'église du Mont-Rouge. Pour un concert classique. Je dis non parce que je ne serai pas seule. Il y a donc, il y aura des instrumentistes et puis il y aura aussi ce groupe que j'ai créé avec des amis et certains de mes élèves qui chanteront aussi ce jour-là. Donc ce sera, comme c'est au mois de mai, c'est le 17 mai à l'église du Mont-Rouge. Il y aura donc, ce sera un concert dédié à la Vierge Marie. Après, nous serons le 21 juin à la cathédrale dans le cadre du festival Transcendance. Voilà, c'est un festival qui met en valeur les différents arts sacrés. Et là, ce sera le chant classique à Fort-de-France, le 28 à la cathédrale de Saint-Pierre et le 12 juillet à Sainte-Marie. D'accord. Voilà, donc nous avons des choses comme ça. Et puis aussi, il y a la Coussemblée. La Coussemblée qui a... Où tu donnes tes cours de chant lyrique et on peut te contacter. Et que j'aimerais bien, j'aimerais bien que les élèves se présentent à la Coussemblée et viennent me voir. C'est intéressant. Alors, une chose que j'aimerais quand même dire, c'est que pour ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas le chant lyrique, peut-être qu'il faudrait essayer un jour, comme ça, d'écouter. Peut-être pas des chants, peut-être pas des choses de Wagner tout de suite, ou du grand Verdi. Et encore, je crois qu'en général, Verdi est une musique qui est très appréciée du grand public. Donc peut-être commencer par ça. Et puis, il faut aller écouter un concert et peut-être voir si on n'est pas intéressé par le chant lyrique, par la musique classique. Parfois, on n'aime pas parce qu'on ne connaît pas assez. C'est ça. Parce qu'on n'a pas entendu assez de musique de ce style. De ce style-là. Donc, il y a un petit effort à faire pour que cette musique ait aussi sa place. Comme elle avait sa place avant dans la musique... dans la musique martiniquaise. Je me souviens que quand j'étais enfant, je suis une enfant des années 60, ma jeunesse était 70, 70-80. Donc, tout passait à la radio. Tout. Toutes sortes de musique. Et c'était vraiment de très belles émissions qu'on avait parce que c'était
que ce soit la musique traditionnelle, je me souviens encore des airs de Loulou Balavi, c'est peut-être pour ça que je les chante, que j'aime beaucoup les chanter, parce que j'ai tout ce souvenir-là. On avait encore Léonard Gabriel qu'on voyait à la télévision, et on avait aussi, je me souviens des opéras Carmen, il y a plein d'opéras que j'ai vus à la télévision, et on avait de tout. Donc, ce serait bien aussi qu'on ait à nouveau de tout. À nouveau de tout. Et ça permettrait aux jeunes de se faire une belle culture et une idée de ce qu'ils aimeraient vraiment. Alors, sur les réseaux sociaux, vous cherchez, sur Internet, vous allez trouver de toute façon de la musique lyrique, du chant lyrique, et vous allez vous faire votre petite idée. Il paraît que la première fois que quelqu'un va à l'opéra, c'est soit il ressent tout de suite une émotion et que ça l'embarque, ou alors s'il n'est pas intéressé, il le sait tout de suite aussi. Alors, donc, là-dessus, je vais quand même dire une petite chose, c'est que j'ai vu 2 fois La Bohème. La première fois, j'ai trouvé ça, mais comme ça. Bon. Et puis la deuxième fois, j'ai vu La Bohème. Non, j'ai vu Pavarotti dans La Bohème. Ah Alors là, Pavarotti, c'est le top. C'était génial. Et j'ai vécu vraiment, et je crois que tout le monde autour de moi était comme ça. J'étais soulevée de mon fauteuil. Ça dure, je ne sais pas combien de temps, 3 heures, 4 heures, je ne sais plus. Mais on ne sent même pas le fauteuil. On oublie, on est sur un nuage du début jusqu'à la fin. Alors que la première fois, je regardais là, je ne sais pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas possible. Donc ça dépend aussi qui chante, qui interprète. Voilà, exactement. Voilà. Ça dépend de la mise en scène, des interprètes, ça dépend de l'orchestre, ça dépend de la salle aussi. C'est une salle qui rend bien les sons. Entre la cathédrale de Saint-Pierre et celle de Fort-de-France, l'acoustique est mieux où? Alors, je ne peux pas dire, parce qu'en réalité, je n'ai pas beaucoup chanté à Saint-Pierre. Et j'ai chanté à Saint-Pierre une fois, mais c'était avant qu'elle ne soit refaite. À la cathédrale de Fort-de-France, je trouve que c'est une très belle acoustique. D'accord. Très belle. Il y a des gens qui n'aiment pas, parce que c'est ouvert et tout. Moi, je trouve que non, c'est une très belle acoustique et qui restitue très, très bien la voix. Ah oui, et les instruments. OK. Merci Roselyne, on va se quitter, on dit au revoir aux téléspectateurs. Merci Mylène de m'avoir invitée. Oui, c'était un grand plaisir. Bye bye, à une prochaine fois.
Guys that strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't